Alors, je dis bonjour et bienvenue pour le deuxième jour de Tunisian Finance Day 2021. J'aimerais bien vous souhaiter la bienvenue de cette session. Bon, je me présente, je m'appelle Imen Karkini, je suis ingénieur data à la BNP Paribas. Je suis chargée d'animer cette présentation aujourd'hui. Je suis heureuse d'accueillir Dr. Nabil Wilkesm, le founder and CEO at Business and DI, qui va intervenir pour discuter avec nous ce qui est deployment of AI in banking en mettre en évidence avec un use case, cash forecasting, optimization and planning. Bon, à la fin de cette session, Dr. Nabil va répondre à vos questions. Du coup, si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la section de discussion juste en bas et je serai chargée de les lire par la suite. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite la bienvenue à notre invité spécial. Du coup, à vous la parole. Merci Imen, merci le Samy pour cette invitation. Merci pour tous les efforts déployés pour organiser, pour rassembler tous les experts du domaine, de la digitalisation, de la data, de la finance. Merci pour tout. Alors, dans cette session, je vais mettre l'accent sur le déploiement de l'IA dans le secteur bancaire. Et on va mettre aussi plus de focus sur un ensemble de cas d'usage qui s'inscrivent dans le cadre de l'optimisation du cash, tout ce qui est en relation avec le cash dans le secteur, dans l'industrie bancaire. Permettez-moi de rappeler un peu l'organisation de cette session. On va parler au début du déploiement de l'IA, de l'intelligence artificielle en banque. Et au début, je vais me permettre de présenter rapidement Business and AI, ce qu'on fait en relation avec le sujet, avec le thème de jour. Après, l'intelligence artificielle en quelques mots, les dernières avancées du domaine, et pourquoi nous avons besoin de l'IA dans le domaine bancaire. Après, on passe à une deuxième section qui est cash forecasting, cash optimization and cash plan. Et on va se concentrer sur l'IA pour l'optimisation du cash, pour la gestion du cash sur les distributeurs automatiques des billets, l'IA pour l'optimisation du transport de fonds, transport de cash, et l'IA pour tout ce qui est optimisation de l'encaisse agent, qu'on entend par AI for branch cash management. Alors, à propos de moi, rapidement, je suis le fondateur et CEO de Business and DI. Je suis ingénieur de formation, PhD en intelligence artificielle et je viens du monde de l'informatique. On peut dire que je suis expert en intelligence artificielle vu le nombre d'années que j'ai passé à travailler dans ce domaine. 16 ans d'expérience dans le domaine bancaire et la fintech. Et je suis encore AI Team Lead dans un groupe, très grand groupe en Allemagne, spécialisé en industrie automobile. J'ai occupé aussi le poste de directeur de l'ABIA dans une start-up à Paris qui travaille sur la lutte contre la criminalité financière. Je suis membre du comité industriel du journal scientifique américain Engineering Application of Artificial Intelligence aux États-Unis. En 2018, j'ai eu le prix du meilleur projet de recherche appliquée et c'était autour du cash plan et cash optimization où j'ai présenté un travail qui était au début à l'état embryonnaire et aujourd'hui, il est passé de l'embryon à quelque chose qui est un outil, à une solution qui s'appelle aujourd'hui ATM Cash Decision ou ATM Cash. Voilà. Un petit aperçu sur mon parcours. Je suis aussi AI expert, keynote speaker. Je donne des conférences et des sessions de formation pour les professionnels et ça couvre l'IA pour la lutte anti-blanchiment, l'IA pour la détection
des fraudes, de la fraude, AI for marketing, big data architecture, applied machine learning, etc. Et après, quelques références où vous pouvez découvrir les thèmes sur lesquels j'ai travaillé, j'ai publié. À propos de Business India, c'est une startup spécialisée en IA. On est basé en Tunisie et on est en train de s'ouvrir à l'international. On est en pleine croissance. On est strategic partner de plusieurs institutions financières en Tunisie et en dehors de Tunisie. Il y a une vingtaine de personnes entre full-time, full-time, partner ou part-time et des partenaires scientifiques et des partenaires business. Une vingtaine. Nos principaux marchés sont basés en France, en Allemagne, Côte d'Ivoire, Gabon, Tunisie. Et notre mission, c'est de développer des solutions innovantes basées sur l'IA pour améliorer la prise de décision dans n'importe quelle entreprise. Voilà, on fait principalement quatre choses. On fait du conseil augmenté par l'IA, on fait de l'ingénierie, software engineering, et on contribue à la recherche scientifique en publiant périodiquement des articles. Et on fait du training, c'est pas notre core business. We are trusted by many companies in media and abroad. Et on travaille, on est actif dans différentes industries, différents secteurs, banking, automobile, l'assurance, le télécom et récemment le retail. À propos de nos solutions, en fait, ou plutôt du besoin du marché de la fintech en IA, des besoins en IA du marché de la fintech, en fait, on travaille sur différentes problématiques, par exemple la prédiction du churn, les systèmes la prédiction du churn, c'est-à-dire on prévoit quand est-ce qu'un client aura une probabilité assez élevée de quitter la banque ou de quitter ou de changer de service, de passer d'un service à un autre, ou passer à un concurrent. Les systèmes de recommandation, on l'utilise partout, non seulement dans l'industrie bancaire, mais aussi dans d'autres verticaux, tels que dans d'autres industries, tels que le telco, etc. La segmentation des clients, on les segmente pour mieux comprendre les interactions entre les différents clients ou les interactions entre les clients et les produits dans un espace qui est très complexe. On est très actif dans le domaine de la compliance, le contrôle de la conformité, et on va vous expliquer plus tard, ou peut-être dans une autre session, quels sont les besoins de la compliance en matière d'IA. Voilà. Pareil sur lifetime value optimization, et sur le pricing dynamique de certains produits ou de certains services. On a travaillé sur le credit scoring. On a innové, que ce soit au niveau problématique que au niveau outils de résolution. Et il y a un domaine où on était très actif, c'est l'optimisation de la trésorerie, en particulier l'optimisation du cash. Voilà. Présentons un peu l'IA d'une manière simpliste. Alors, qu'est-ce que l'IA et pourquoi doit-on définir l'IA après le fait que tout le monde en parle, pourquoi on le définit maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les capabilities of artificial intelligence, ce qu'on peut faire avec l'IA et ce que peut faire une banque ou ce qu'on peut faire au sein d'une banque avec l'intelligence artificielle. Une des définitions qui est très accrochante, c'est l'IA, c'est la création d'algorithmes qui permettent de simuler une forme d'intelligence humaine. Alors l'IA, ça se définit comme étant la création d'algorithmes qui permettent de simuler une forme d'intelligence humaine. Je prends un peu l'image, ça marche comme ça. Est-ce que vous voyez toujours la même chose?
Allô? Continue donc. Vous êtes toujours là? Oui, 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 on vous entend. Très bien. Je continue donc. Ouais, ouais, ouais. Alors, paramètres de l'affichage, basculer en mode présentateur avec l'apparence. Non, on voit toujours. Oui, comme ça, c'est mieux en fait. Ouais, En ouais, fait, ouais. parce que ça, c'est un vrai plein écran. Voilà. Donc, l'IA, ça se définit comme étant la création d'algorithmes qui permettent de simuler une forme d'intelligence humaine. Alors, pour mieux comprendre cette définition, il faut qu'on révise ensemble, qu'on réfléchisse ensemble sur les différentes formes de l'intelligence humaine. Pourquoi l'humain est dit intelligent? Pourquoi c'est une créature intelligente? En fait, pour les raisons suivantes. Parce que l'humain est capable d'apprendre. Première chose. Deuxième raison, c'est que après avoir appris, l'humain il est capable de généraliser son savoir sur de nouvelles problématiques, pas forcément déjà vues, mais c'est vraiment de nouvelles problématiques, de nouvelles situations qui n'ont pas été vues auparavant dans la phase d'apprentissage. L'humain, il sait comprendre. Il sait comprendre. En fait, il utilise les différents capteurs d'informations pour comprendre de quoi il s'agit. L'humain aussi, il sait innover. Ça veut dire quoi, innovation? C'est-à-dire découvrir de nouvelles façons de résoudre des problèmes, disons classiques, des problèmes de tous les jours, ou des problèmes dont il y a des solutions préétablies, des solutions valides, des solutions faisables. L'innovation, c'est une exploration plus intelligente de l'espace de recherche divers du possible et le développement de méthodes pour accéder à des zones qui sont très peu accessibles à des. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème, hein, Ouais. parce que là, je viens de le passer en mode présentateur. Attends, je sais pas. Ouais, donc il apparaît hors connexion, Emmanuel. Allô? Allô? Oui, oui. Je Attendez, sais je pas. vais le passer encore en mode présentateur, je suis désolé. Attends. Donc, une déconnexion encore. Je suis désolé pour les participants. Samy, il est toujours en mute. Merci. Ah, voilà. Je ne sais pas s'il est là, parce qu'il est bizarre. Non. Voilà. Hop.
Attendez. C'est quoi? On a réussi. C'est bon? Oui, voilà. C'est Ouais. bon. Je suis. Donc, Voilà, désolé pour le. je réagis. Activer votre appareil. Écran, tout l'écran. Bon, on était là. C'est bien maintenant? Allô? Allô, allô? Ouais, c'est bon, Sinabil. C'est bon, je continue. Donc, ouais, voilà. Donc, on retrouve le slide Nutshell, ouais. Très bien. Donc, l'humain est dit intelligent parce qu'il sait apprendre, il sait généraliser son savoir, il sait comprendre, il sait innover, il sait résoudre un problème, il sait interagir avec les autres et surtout, il sait planifier pour atteindre un objectif. Heureusement, aujourd'hui, toutes ces capacités, toutes ces facultés ont été, sont en train d'être maîtrisées par la machine. Donc la machine aujourd'hui, elle sait apprendre à partir de différentes manières, à partir de la data. Si la machine apprend à partir de la data, on dit que c'est le machine learning, ou c'est le deep qui est une partie sous-domaine de machine learning, qu'on apprend de la data. Lorsqu'on apprend de la data, on sait après généraliser son savoir. On sait la machine aujourd'hui sait comprendre, que ce soit elle comprend la langue, le langage, la langue naturelle, et analyser, comprendre. Analyser, c'est le NLP, Natural Language Processing, comprendre les lieux, Natural Language Understanding, et générer aussi un langage, générer aussi du texte dans un langage bien précis ou dans une langue précise, c'est le NLG, Natural Language Generation. La machine sait innover, vous allez voir un exemple d'innovation de la machine. Elle sait résoudre un problème, s'il s'agit d'un problème d'optimisation, un problème de résolution de quelque chose, la machine interagit avec les autres, oui, oui et non, et la machine peut apprendre à planifier pour atteindre un objectif. De plus, les intelligences artificielles aujourd'hui dépassent les humains dans tout ce qui est prédiction, prédiction, dans tout ce qui est optimisation et dans tout ce qui est exploitation des données massives, des données big data. Donc, à part le fait que la machine concurrence l'humain dans tout ce qui est apprentissage, généralisation, compréhension, innovation, problem solving, etc., elle le dépasse nettement dans tout ce qui est capacité de calcul, prédiction, optimisation, etc. Je ne vais pas mettre l'accent sur les faiblesses de la machine parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Pour donner pour donner des exemples concrets, l'exemple 1, c'est une IA qui est aussi créative que Rembrandt. Ce tableau, il a été entièrement conçu par, euh, par un algorithme. Forcément, c'est des algorithmes génératifs adversariales, c'est des GAN avancés, assez avancés, qui sont une catégorie des algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond. La machine aujourd'hui, l'IA, elle est meilleure que certains chirurgiens. Deuxièmement, l'IA, elle a pu battre l'homme dans l'un des jeux qui sont les plus complexes où l'humain était toujours supérieur à la machine. Pourquoi supérieur à la machine? Parce que l'espace de recherche, l'espace de toutes les possibilités du jeu de Go dépasse dans sa dimension 10 puissance 250. Alors, en comparaison avec le jeu d'échecs, où l'espace, il est aux alentours de 10 puissance 30 ou 40, ça dépend de la modélisation. Donc, pour ce jeu de Go,
les algorithmes avec un apprentissage self, un apprentissage automatique sans l'intervention de l'humain et aussi sans pour autant avoir besoin d'une base de données des matchs qui ont été joués auparavant, elle est arrivée, la machine, à développer des algorithmes, à développer des stratégies et des politiques, policies, qui permettent de ne pas parcourir tout l'espace de recherche et de trouver des chemins plus courts vers des solutions plus innovantes, des solutions plus efficaces. Aujourd'hui, l'IA, elle est allée même vers un domaine qui était réservé aux humains, qui est la manipulation. Aujourd'hui, il est possible d'avoir une intelligence artificielle. Il est possible pour l'intelligence artificielle de manipuler l'humain en simulant un comportement qui n'est pas vrai. C'est la même manière, la même chose qu'on fait actuellement dans le jeu de poker. Pas uniquement ça, il y a AI beats humans at making you laugh. C'est marrant, mais incroyable, mais vrai. L'IA, elle sait dire si une blague va vous faire rire ou non. Et dans un sujet qui est beaucoup plus complexe et qu'on n'a jamais cru que l'IA arrivait à battre l'humain dans ce domaine, c'est la compréhension et la compréhension d'un texte qui peut dépasser des centaines de pages. Et mis à part la compréhension, c'est la capacité de comprendre et de répondre à des questions. Alors, comprendre le texte, puis comprendre des questions sur ce texte, puis répondre à la question et aussi générer du texte pour présenter cette réponse dans un format qui est lisible, qui est compréhensible. Alibaba, l'intelligence artificielle de Alibaba a dépassé l'humain in a Stanford University Reading Comprehension Test. Je me permets de lire en anglais. After answering 10,000 reading comprehension questions, Alibaba AI scored 82.44, just above the 82.304 scores achieved by humans. On termine par ce slide, cette partie. Vous allez savoir pourquoi, comprendre pourquoi j'ai préféré finir avec la première partie avec cet exemple. Dans un jeu de planification, dans un jeu de recherche d'une meilleure stratégie pour atteindre un objectif, je cite deux exemples. L'exemple du jeu de Go, où DeepMind, AlphaGo, DeepMind, je pense que c'est DeepMind et non pas Google Brain, c'est DeepMind qui ont développé un algorithme qui a appris à partir des règles du jeu de Go des stratégies gagnantes en 19 heures, sans avoir recours à aucune partie enregistrée ou sans avoir appris à partir de l'humain. Je rappelle que la dimension de l'espace des possibilités du jeu de Go, c'est 10 puissance 250 d'après mes lectures sur le public. Alpha 0 aussi a attaqué le jeu d'échecs. Et on peut dire que les milliers de livres qui ont été rédigés, des livres sur les stratégies, la stratégie de la défense sicilienne, la stratégie d'ouverture de tel, tous ces livres et toutes ces, disons, ces stratégies ont été mises à côté, et AlphaGo 0 a appris from scratch des stratégies gagnantes et a pu battre le meilleur programme qui est Stocknic in 4 hours of learning, après 4 heures d'apprentissage automatique, et c'était en 2017. Voilà, tout ça, pourquoi je dis tout ça, on va faire par la suite
ou même maintenant dans ce slide, la relation entre tout ce qu'on est en train de dire et les attentes, les besoins en termes d'IA des institutions financières. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans une banque? Dans une banque, on analyse un risque. On essaie de prédire le risque à un horizon fini. Dans l'un des sujets les plus importants traités actuellement en Tunisie, c'est le sujet de l'ALM, Asset and Liability Management, où l'objectif est de pouvoir extrapoler à un horizon fini, un horizon d'une année ou plus, chaque rubrique du bilan d'une banque. C'est un sujet de prévision. Chaque rubrique, on veut voir comment elle va évoluer après 6 mois, après 12 mois. Chaque rubrique qui me donnait le bilan de la banque, c'est, disons, une centaine de rubriques. Il faut des centaines de modèles prédictifs, des modèles qui prennent en considération parfois des centaines de variables corrélées entre elles, peut-être, d'une manière ou d'une autre. La corrélation causale, pas la corrélation statistique, c'est-à-dire une relation causale entre ces variables. Et c'est donc le but de prédire ce type de risque et de détecter ce type de risque par avant. Donc, c'est le besoin en prédiction. La banque aussi a besoin d'optimiser son efficacité opérationnelle. Les besoins en optimisation d'efficacité opérationnelle, là où il y a des indicateurs de performance, là où il y a aussi des décisions prises par les preneurs de décision de la banque, les gestionnaires, etc., là où l'intelligence artificielle a son mot à dire, et là où ça constitue une niche ou un sujet où l'on doit penser à l'IA, en particulier aux algorithmes d'optimisation. Donc, prédiction, prévision, optimisation, la recherche d'une solution optimale, planification, un sujet qui est aussi très, très complexe. Comment planifier? Alors, on planifie, c'est parce qu'on est généralement dans des situations de séquence de decision making. La prise de décision séquentielle. C'est comme un jeu d'échecs. Chaque fois, on doit prendre une décision. Quel est le coût à jouer pour maximiser un reward à long terme, une récompense, ou maximiser des profits ou minimiser quelque chose après N décisions prises. On voit cette problématique dans l'optimisation de portfolio optimization, dans la planification du cash, plusieurs choses, plusieurs domaines, plusieurs problématiques. Plusieurs problématiques, je me rappelle plus, N ou 2N. Voilà. Donc, je vais mettre le focus dans cette section, dans la deuxième section, sur l'optimisation, les besoins en IA dans tout ce qui est en relation avec le cash. Prenons l'exemple du problème des ATM, des distributeurs automatiques de billets. Alors, on peut dire que, selon certaines statistiques, en 2021, le nombre de distributeurs automatiques de billets au monde, c'est à peu près 4 millions de distributeurs automatiques. 4 millions. En Tunisie, on s'est contenté de 3 000 ATM. En Afrique, c'est 60 000. En Europe, c'est 405 000 distributeurs automatiques de billets. En Middle East, c'est 185 000. En Asie, c'est 1 700 000. En Amérique du Nord, c'est 800 000 ATM et en Amérique du Sud, c'est 1 million. C'est à peu près 4 millions d'usagers. La question qui se pose, on a toujours dit que le monde est en train d'avancer vers une version cashless, sans cash de ce monde. Voilà. Ce n'est pas très vrai parce que les statistiques disent le contraire.
le volume des off-cash withdrawals, des retraits cash en billions d'euros est en train de croître. Entre 2010 et 2020, on est presque au double, 67 billions à 128 billions. C'est le total volume of cash withdrawals. Dans les statistiques, c'est les chiffres Lyon 2020 par Global ATM Market and Forecast. Le nombre d'ATM installés en millions entre 2015 et 2021, il est passé de 3,2 millions à 4. On peut le montrer ça. Dans le contexte international, absolute cost of cash, c'est-à-dire il y a des pays de l'Europe. L'Europe, on dit toujours que le cash, il est plus existant dans les pays de l'Afrique qu'en Europe. Oui, c'est vrai, mais il est très coûteux en Europe. Ouais. Absolute cash, cost of cash, dans certains pays de l'Europe, le cash, il est très coûteux. Il est très coûteux, il existe, il continue à exister s'il y a quelque chose. On ne peut pas s'en débarrasser facilement. Donc, c'est un mal nécessaire, et ce mal nécessaire, il faut quand même l'optimiser. L'évolution du nombre de distributeurs automatiques de billets, top 5, on trouve top 5, la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. C'est le nombre d'ATM par 100 000 habitants. Autre moyen de paiement, on trouve toujours le cash qui est dominant, d'après le World Cash Report de l'année 2018. En nombre, c'est le cash qui domine les autres moyens de paiement en nombre, et en valeur, la valeur du montant, c'est le cash aussi qui domine, c'est plus que 50%. C'est en Europe. Use of cash by country, based on the number of cash transactions. 88%, c'est Greece, 87% Spain, 86% c'est l'Italie, c'est 80% l'Allemagne et 68% c'est la. Je reviens sur un slide. Alors, pourquoi a-t-on besoin des ATM? C'est pour avoir un cash qui est available, qui est disponible à tout le monde 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Pour atteindre cet objectif, universel déjà pour toutes les banques, il y a des challenges. C'est qu'on est face à des chaînes logistiques très complexes, des coûts de gestion qui sont élevés, comme vous venez de le voir, des risques opérationnels significatifs. Parfois, il y a un assèchement de liquidités dans certains pays, notamment la Tunisie. On souffre, d'après la Banque centrale, d'un assèchement périodique de liquidités. Et le facteur le plus embarrassant, c'est l'unpredictable cash molecule. Les besoins en cash sont très chaotiques, sont très difficiles à prédire, à part des outils statistiques classiques, disons, conventionnels. Alors, la question qu'on s'est posée un jour, au sein de Business and AI, c'est quelle solution peut apporter l'intelligence artificielle à cette problématique? J'ai envie de partager avec vous ce slide pour mettre en évidence comment l'Afrique, c'est l'un des pays qui a le plus besoin du cash. Vous voyez les long queues at ATM, c'est dans un pays africain. Aussi, c'est un article publié en 2018, ATMs out of cash in many states. Someone says temporary short. C'est une rupture de cash temporaire. Pourquoi la gestion du cash c'est un sujet très complexe. C'est un sujet de supply chain, d'optimisation de gestion de chaîne logistique. Tous ces acteurs que vous êtes en train de voir,
sont impliqués dans la gestion du cash. La Banque centrale, les centres régionaux, comment on appelle ça, Currency Central Fund, les sociétés de paiement, les sociétés de transport de fonds, les sociétés qui sécurisent le transport de fonds, d'une part, dans un échelon plus inférieur, dans un deuxième échelon, le département de planification, le département dans une banque, à l'échelle d'une banque, ça c'est à l'échelle nationale. À l'échelle de la banque, le département de planification, le département de la trésorerie, la liquidité, le département de paiement, le département du risque, le département de l'inspection et de l'audit. Tous ces acteurs sont impliqués dans un bon déroulement de la gestion du fonds. Dans un niveau inférieur, plus opérationnel, les opérateurs de DAP, les managers de planification, ceux qui supervisent le cash du jour au jour ou chaque heure, les chefs d'agents, les caissiers et security agents. Donc, tous ces acteurs sont impliqués dans l'organisation, la planification, la distribution, l'audit et la sécurité du cash. Quels sont les risques qui sont inhérents et les coûts qui sont inhérents à la gestion du cash dans les distributeurs automatiques de billets? En fait, si on gère mal le niveau du cash pour la gestion du cash des distributeurs automatiques de billets, c'est la même chose, c'est le même problème, même lorsqu'on parle aussi d'agence, le cash dans une agence, après la même problématique, on risque d'avoir du cash oisif. Si on approvisionne mal en excès les caisses. Donc, on chauffera un jour du coût, cost of idle cash, le coût du cash oisif. Il y a des coûts d'opportunité qui sont cachés derrière cet indicateur. Le transport, les coûts de transport. Si on visite fréquemment les ATM, il y a un coût de transport à payer et qui risque d'être assez élevé parce que parce que le transport de fonds, il est très coûteux, il est très complexe sur le plan logistique, sur le plan sécurité. Il y a des coûts de gestion. Le nombre d'heures passées par les opérateurs et les agents d'approvisionnement des distributeurs automatiques de billets, pour le comptage de billets, pour la distribution, pour tout le process. Si nos distributeurs automatiques de billets sont souvent de temps en temps out of cash, en rupture de cash, bonjour les dégâts sur les réseaux sociaux. On a montré à certaines banques tunisiennes à quoi ressemble avoir une mauvaise réputation ou avoir des clients qui se plaignent sur Facebook ou sur Facebook généralement en partageant, en publiant des commentaires qui sont très négatifs sur leur expérience avec la banque. Ça affecte négativement la réputation de la banque. Il y a aussi la notion c'est les risques de vol. Autrement dit, le problème il est suivant. How much cash should the bank keep in an ATM on daily basis? Combien une agence doit approvisionner son distributeur automatique de billets du jour au jour? Si on met un niveau, si le niveau du cash il est assez élevé, alors qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que nos clients sont toujours satisfaits et il y aura pas de rupture de cash. En revanche, on va payer des coûts d'opportunité, des coûts dus au cash oisif. C'est-à-dire, parfois, la banque demande d'être approvisionné de cash à partir de la banque centrale ou à partir d'autres banques, alors que dans le parc de distributeurs automatiques des billets, le total du cash oisif non utilisé à cet instant, il dépasse largement les besoins de la banque. C'est-à-dire on aurait pu éviter certains emprunts
de cash. Et le coût d'opportunité, ce qu'on appelle aussi le regrettable refunding from the central bank. Ça, si on maintient un niveau de cash assez élevé. Si on optimise, et on optimise, c'est-à-dire on met moins de cash dans les DAP, alors qu'est-ce qu'on gagne? No more unused cash. On n'aura plus de cash non utilisé, mais on passe à des probabilités de rupture de cash qui sont beaucoup plus élevées, et par conséquent, des ruptures de stock plus fréquentes, et donc des cash notes qui sont plus insatisfaits qu'avant. Aussi, le coût de transport sera gravement impacté par ce type de décision. Donc, too many cash loading and unloading, on charge presque tous les jours les DAP, et donc higher transportation cost. Le problème, comment peut-on gérer, ATM cash management camp with several direct and indirect costs, including idle cash, etc., tout ce qu'on venait de dire. Et la question, c'est how to maximize cash availability at minimum cost and risk. Comment maximiser la disponibilité du cash, c'est-à-dire cash qui est disponible 24 sur 24 et 7 sur 7 dans tous les distributeurs automatiques de billets à des coûts et des risques optimaux, minimum. Par définition, par construction, ce problème, il est multi-objectif. C'est-à-dire, on a plusieurs objectifs à atteindre en même temps. On ne veut pas sacrifier la satisfaction du client pour gagner en coût et inversement, on ne veut pas sacrifier l'optimisation du coût pour des clients moins satisfaits ou plus satisfaits. Prenons des exemples réels. Ce distributeur automatique de billets, durant une année, les clients ont retiré 15 millions de dinars durant une année. Pour qu'ils puissent retirer ces 15 millions de dinars, la banque a chargé 25 millions de dinars. C'est-à-dire il y a presque 10 millions de dinars de cash chargé en excès. Bien sûr, ce n'est pas du cash perdu, puisque la banque le retourne à la caisse de la banque, soit la caisse régionale ou la caisse centrale ou même à l'agence. Mais ces 10 millions ont été en moyenne ont été retenus ou alloués ou disons bloqués pendant quelques jours. En moyenne, c'est quelques jours. Disons en moyenne, d'après nos calculs, c'est 18 jours dans certaines banques. C'est-à-dire 18 jours, 10 millions de dinars ont été bloqués sans aucun et n'ont pas été placés ailleurs. La conséquence, c'est un coût d'opportunité qui est indexé en Tunisie sur le PMM plus quelque chose ou sur le placement, disons, le plus profitable que peut faire la banque avec 10 millions de dinars pour un seul DAP. Donc, il y a certaines banques en Tunisie qui possèdent plus qu'un parc de 300 DAP. Donc, vous multipliez 300 DAB par 10 millions de dinars, vous allez avoir des chiffres surprenants, vertigineux. Donc, le taux d'usage du cash dans ce distributeur automatique de billets, il est à 60%. C'est-à-dire 40% de cash oisif. Le 42%, là, c'est le ratio entre le cash l'espèce qui est en route, c'est-à-dire le chargement et le déchargement par rapport à l'usage. C'est très faible, c'est à 42%. Donc, nous, ces deux indicateurs, on veut les maximiser. Les maximiser, il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas une solution du type. Une règle simple, charger 60 000 si le niveau du cash il descend au-dessous de 10 000. Non, c'est plutôt une planification du jour au jour. Et là, on se rappelle de la planification et de la capacité des algorithmes de reinforcement learning, on n'a pas parlé de ça,
des algorithmes de planification utilisés dans les jeux de Go, où l'on joue contre quelque chose contre l'adversaire. L'adversaire ici, c'est les aléas de la nature, les aléas du problème, qui font la demande aléatoire des clients. Et on veut gagner, dans un jeu d'échecs, on veut gagner, on veut collecter le maximum de pièces. Dans ce problème qui est considéré comme un jeu de stratégie, la machine veut gagner, c'est-à-dire veut maximiser ces deux KPI. Au moins ces deux KPI. En réalité, la solution à laquelle que nous proposons, elle optimise beaucoup plus que deux KPI. C'est, disons, une dizaine de KPI en même temps. C'est pour cette raison que ATM Cache Vision, on a eu, grâce à cette technologie propriétaire, le prix du meilleur projet d'assistance à Dubaï en 2010. Prenons notre cas réel. En haut, c'est l'évolution des retraits par jour entre 2016 et 2020 d'un seul ATM, d'un seul DAP. À gauche, c'est le montant retiré. Donc, vous voyez, il y a une multi-saisonnalité. Il y a une saisonnalité simple, il y a une saisonnalité multiple, il y a des pics. Alors, ça, c'est la demande en cash. En bas, c'est comment l'opérateur ou le responsable d'approvisionnement du cash de ce DAP, comment il est en train de servir ce DAP. Donc, en vert, c'est les chargements, c'est-à-dire combien il met de cash dans le DAP. Donc, au début, c'était aux alentours de 100. À chaque fois, il charge le distributeur, il y met 125 000 dinars. Parfois un peu moins, mais le max, c'est 125 000 dinars. À partir d'un certain moment, le chef d'agence, disons l'opérateur, il a décidé de ne charger que 60 000 dinars. Alors, à quoi correspondent les barres en rouge? Les barres en rouge, c'est les montants, c'est la valeur du cash trouvée dans le DAP, dans le distributeur automatique de billets, au moment du chargement. C'est-à-dire, lorsqu'on se déplace pour charger un DAP, déjà on le décharge avant. On met tout ce qu'il contient dans un sac spécial et puis on le charge. Ça, c'est en Tunisie et dans presque tous les pays de l'Afrique. Donc, alors, dans plusieurs pays de l'Afrique, on ne va pas dire des bêtises, mais en France, par exemple, ça ne se passe pas comme ça. En France, ils nous disent qu'ils connaissent en temps réel la valeur du cash, le niveau de le solde du cash dans le solde du DAP en temps réel. Dans certaines banques, cette information existe en J-1. Ce n'est pas du temps réel, mais quand même, ils se déplacent avec un montant. Ils ne font pas la décompte, mais ils rajoutent des pièces dans les tiroirs des DAB jusqu'à atteindre un niveau indiqué, disons, par le gestionnaire ou le responsable. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est anormal? Ce qui est anormal, c'est qu'on charge un DAB qui contient déjà du cash. Alors, on pense automatiquement à ce que ce chargement, bon, la plupart des chargements sont inutiles. Le DAB déjà contient du cash. Pourquoi on ne le laisse pas fonctionner avec ce niveau de cash et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à 2-3 jours? La réponse, c'est que parce que le chef d'agence, ou disons le responsable du DAB, n'est pas très confiant, il ne sait pas combien ce montant peut servir les clients. C'est-à-dire, si on est ici à 75 000, il n'a pas l'information suivante. 75 000 vous permet de satisfaire vos clients pendant 3 jours et demi. Et après 3 jours et demi, c'est un jour ouvrable, donc vous pouvez préparer un autre chargement après 3 jours, c'est-à-dire à 12 heures d'avance. Donc, il n'a pas cette information. Vous voyez donc ce désordre. Donc, on charge des DAB qui contiennent du cash. Un autre challenge.
c'est que les besoins en cash pour certains distributeurs automatiques de billets sont très irréguliers. D'une part, il y a de la saisonnalité simple et la saisonnalité multiple. Il y a aussi une tendance et il y a une grande sensibilité à des événements nationaux ou internationaux comme le Covid. Rappelez-vous qu'en mars 2020, qui correspond à cette période, on est en plein confinement. Donc, pour ce distributeur automatique de billets, il y a une baisse remarquable des besoins en cash pour ce distributeur automatique. Alors, pour d'autres, les patterns de consommation sont restés les mêmes parce que certains DAB sont plus vitaux que d'autres pour certaines régions. C'est-à-dire, on retire de l'argent même s'il y a du confinement. C'est comme ça. Donc, chaque DAB est une histoire à part. Donc, il est inconcevable que les décideurs ou les opérateurs se comptent sur leur propre expérience ou sur un jugement personnel pour gérer un DAB parce qu'ils ne peuvent pas le faire de manière optimale. Le même DAB, voilà comment il est géré par l'opérateur. Donc, il semble que l'opérateur, il n'a pas vu ce train. Il n'a pas vu, il y a une tendance à la hausse. Donc, il continue à charger de la même manière. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a la distance entre un chargement et un autre. Au début, c'était espacé. Après, ça devient plus serré. C'est presque tous les jours parce que le rythme, il s'accélère ici, mais il ne s'accélère pas ici. Impact du Covid. Toute cette partie, si on avait les bons modèles prédictifs, il y aura ici une augmentation de l'erreur et donc une nécessité de se réentraîner, le modèle prédictif. Non pas sur toute la période, non, parce que cette période ne ressemble à aucune période déjà vue, mais sur des zones qui ressemblent le plus à ça. Sinon, on accepte une erreur qui est importante ici, mais à partir de cet instant, on apprend uniquement de l'historique récent. Vous voyez? ATM Cache Vision, comment exploiter l'IA pour résoudre ce problème? Vous me dites si je suis en dépassement du temps. ATM Cache Vision, c'est une solution basée sur une technologie propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend toute la connaissance dont la banque dispose sur un ATM ou sur le parc des ATM. Et cette connaissance se limite à la liste des ATM, la liste des distributeurs, avec leur position géographique, localisation, avec les capacités de stockage de chaque distributeur. Et on met en input toutes ces données dans notre AI Engine, un moteur d'apprentissage qu'on appelle le AI Factory. Et on va voir par la suite à quoi ressemble ça, qu'est-ce qui se fait ici. Et qu'est-ce qu'on attend comme output? Un agent cognitif, un agent intelligent, un bot, qui est capable d'apprendre à partir de ces données. Il apprend quoi? Il apprend à prédire les besoins en cash. Diagnostic aussi, il est capable de diagnostiquer les décisions qui ont été prises par l'opérateur qui était en train de charger le DAB depuis plusieurs années. C'est-à-dire, il diagnostique cette situation. C'est ce qu'on appelle il fait un health test. Il fait aussi, cet agent cognitif, il fait le gap analysis, c'est-à-dire une estimation du gap entre les décisions qui ont été prises, les décisions de chargement qui ont été prises pour ce DAP
et les décisions optimales. C'est-à-dire, il fait des simulations, il dit que si c'était moi, par le nom du bot, si c'était moi qui gérais ce distributeur automatique de billets, les performances auraient pu être comme ça. Il fait la comparaison, il détecte le gain. Plus que ça, il est capable de planifier. Planifier, c'est-à-dire, il fait la même chose que fait l'humain, mais d'une manière très précise, beaucoup plus précise et moins coûteuse que l'humain. Voilà ce que fait ATM Cash Vision. Donc, on pense à ce stade qu'on a résolu efficacement ce problème, qui est un problème classique, parce qu'on a parlé la première fois on a parlé de ce sujet, on nous a dit que c'est un sujet classique. Oui, c'est classique. Si classique veut dire un sujet qui a été défini en 1950 et qui a été résolu avec les technologies des années 50, il n'est pas classique si on applique un triplet de méthodes qui constituaient du deep et du deep learning et de l'optimisation multi-objectif, parce qu'on a plusieurs objectifs à atteindre, et de l'apprentissage par renforcement forcément profond, le deep derrière, pour la planification day-to-day. Donc, on a dit comment ça fonctionne. Parmi les bénéfices qu'on a constatés, c'est qu'il y a une réduction très importante du cash, des besoins en cash, à 40% dans certains cas. Le cash choisi a été éliminé presque complètement de tous les ATM qu'on a traités. Et la réduction du transport de cash pour les ATM, mais qu'on a provisionné plus fréquemment que d'autres. Il y a 60% de réduction du nombre de chargements d'ATM, donc forcément moins de risques opérationnels. Et tout ça en maintenant un niveau de disponibilité du cash, un taux de disponibilité du cash qui est supérieur à 98%. Avec l'optimisation multi-objectif, on peut gérer nous-mêmes le trade-off, le compromis entre la disponibilité du cash et les autres coûts. C'est-à-dire, on peut chercher la stratégie par DAB qui permet d'assurer 98% de disponibilité du cash. On vous dit, voilà ce que vous voulez faire et voilà les coûts que vous pouvez subir pour avoir 98%. Pour avoir 100%, voilà la stratégie, voilà comment vous devez gérer le DAB et voilà quel sera l'impact sur les coûts. Vous voulez 95, vous allez avoir forcément des coûts plus optimisés, plus optimisés, moins élevés que les coûts associés à 100% de disponibilité du cash. Je rappelle aussi que pour l'optimisation du cash distributeur automatique du billet, cette problématique très, très challengeante, on a dû modéliser une centaine de variables endogènes et exogènes, en fait, tout type de variables qui permet d'impacter le comportement du consommateur du cash ou d'impacter les besoins en cash. Par exemple, les week-ends pour certains distributeurs de billets, la météo, les conditions météorologiques sont très corrélées aux besoins du cash pour certains DAB, pour certaines régions, pour certains pays. Il n'y a pas une règle générale. C'est très relatif au contexte spatio, temporel, régional, politique et tout. Les jours de versement de salaire, les événements spéciaux, tout. Donc, vous comprenez bien que, à part les données qui nous sont fournies par la banque, on se base sur nos propres données collectées de différentes sortes de données. Ce que offre ATM Cash Vision automatiquement, dès les premiers disons,
ces jours d'apprentissage, c'est ce qu'on a appelé le AI-Powered Health Check. C'est un diagnostic de l'état c'est un diagnostic de l'état de la banque, des performances de la banque, dans le processus métier gestion des distributeurs automatiques. C'est une évaluation du gap entre les performances avant optimisation et les performances après optimisation. Donc, concrètement, on dit à la banque, vous êtes là, dans l'espace des métriques. Si vous suivez les recommandations de ATM Cash Vision, vous allez pouvoir être là. Et en supposant bien sûr, dans ce cas, qu'on veut maximiser les capitaux. Et ce qu'on ne dit pas à la banque dans ce health check, c'est le comment. Le comment, parce que le comment, c'est il faut avoir la solution. Il faut avoir la solution pour suivre les recommandations. Donc, les quick wins, c'est classique. Il faut signer un NDA, il faut accéder aux données de la banque, on réalise un health check et on fait des périodes d'essai. Les modèles aujourd'hui, nos modèles prédictifs sont par ATM, par date, ils sont adaptatifs, ils sont précis, ils sont en apprentissage continu. Et dès que le modèle s'aperçoit qu'il est en train de commettre des erreurs, ou il est devenu moins précis qu'avant, il se met en réapprentissage parce qu'il constate que cette partie, par exemple, elle ne ressemble pas à celle-là, mais plutôt à celle-là, à peut-être celle-là. Si cette partie est vraiment originale, c'est du jamais vu. Allô? Oui, c'est Nabil. C'est là. Très bien, on a... Oui. Il vous reste combien de temps pour finir? Parce que la session, elle a commencé, donc c'est pour ça, donc il est en retard. Donc, bon, très bien, moi, ça ne me reste pas grand-chose. Donc, on peut s'arrêter là si vous voulez. On peut dire le mot de la fin. Pour l'optimisation du cache, il n'y a pas uniquement l'optimisation des dates, puis il y a aussi l'optimisation du transport de cache. On travaille sur cette problématique. On peut en parler dans une autre session. L'optimisation du cache au niveau des agents, non pas uniquement au niveau des dates, et l'optimisation du partage du cache, qui considère le cache c'est un stock, donc ce qu'on appelle inventory pooling. Et c'est la meilleure, c'est comment autoriser les agents à gérer leur stock d'une manière collaborative. C'est-à-dire, on ne commande pas uniquement du cache de la Banque centrale ou des centres régionaux, mais plutôt des agences les plus proches. Et finalement, l'optimisation, c'est l'optimisation du transport de fonds, et une variante assez complexe d'un problème très connu dans la littérature de l'optimisation, c'est le Vehicle Routing Optimization Problems. Voilà, merci pour cette session. Merci pour cette occasion partagée. Merci beaucoup, Dr Nabil. Je suis désolé pour ces problèmes techniques que vous avez subis dans cette session.